Éric Mouline. Éric Mouline est statisticien. Il y a beaucoup de statistiques aujourd'hui. Professeur à Télécom ParisTech, puis à l'École Polytechnique. Il conçoit et analyse des méthodes numériques permettant le traitement du signal et celui des données. Il s'investit aujourd'hui dans le domaine des mégadonnées et dans l'apprentissage de leur traitement. Bonjour. Le traitement statistique de l'information est au cœur de mon travail de recherche. Pour le situer un petit peu dans l'espace de la recherche scientifique, le traitement statistique de l'information, c'est un domaine vaste qui s'est formé un petit peu aux marges de ce que l'on convient d'appeler l'informatique et des mathématiques appliquées. Il est clair que l'importance de ce domaine a explosé au cours des 30 dernières années et il suffit aujourd'hui d'écouter la teneur des débats scientifiques pour se rendre compte à quel point on parle souvent de termes comme l'intelligence artificielle ou encore l'apprentissage machine. Je me suis intéressé au cours de ma carrière scientifique en fait à 3 applications du traitement d'information, donc il y a de forts liens entre eux bien entendu, et dans l'ordre chronologique des recherches que j'ai menées, qui sont représentés sur cet écran, le traitement de la parole, le traitement statistique du signal et donc plus récemment le traitement des données massives que l'on appelle aussi le big data. Pour la parole, donc, que j'ai abordé au cours de ma thèse dans les années 80 au Centre national d'études des télécommunications, l'enjeu qui était encore un enjeu très prégnant à l'époque était d'interagir avec les ordinateurs de manière naturelle, en dépassant l'interaction qu'on peut avoir avec un clavier ou un écran, et donc de doter les ordinateurs de la capacité de reconnaître de la parole, de la synthétiser, voire, ce qui est encore plus ambitieux, de dialoguer. Bien sûr, les progrès ont été considérables au cours de ces 30 dernières années. J'ai un petit peu contribué, j'ai un petit peu contribué avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et ce qui a déclenché en fait ce progrès, c'est effectivement l'introduction de méthodes statistiques et donc des précurseurs des apprentissages machines en reconnaissance de parole d'ailleurs comme en synthèse de parole. Je me suis ensuite intéressé donc au traitement statistique du signal, en dépassant le cas particulier de la parole. Bon, le traitement statistique du signal, c'est une science qui est née, on peut la faire remonter à Joseph Fourier, mais plus sérieusement, c'est né au milieu du XXe siècle avec le traitement des signaux radars, donc dans les années 40. Cette science a pris un essor considérable dans les années 70, avec le développement des moyens de calcul et aussi la généralisation des capteurs. On vit dans un monde aujourd'hui où on est entouré de capteurs, donc on est entouré de signaux. Et le traitement statistique du signal a un nombre d'applications considérable. Et pour le chercheur, je peux vous garantir que c'est un terrain de jeu qui est virtuellement sans limite. Pour finir, les données. C'est un truisme de dire aujourd'hui que la taille des données collectées croît de manière exponentielle. Je vous passerai les acronymes grecs que de toute façon on ne comprend pas, mais les sources de ces données sont extrêmement diverses, des grands instruments de la recherche scientifique aux objets connectés, des médias sociaux jusqu'aux rayons cosmiques. Le big data a en quelques années pénétré de très nombreux domaines d'activité. Et le Graal reste dans ces domaines d'extraire de ces grandes masses de données l'information pertinente. Bien que des avancées remarquables aient été réalisées, dont certaines ont eu un retentissement médiatique extrêmement fort, de très nombreuses questions sont encore aujourd'hui ouvertes et de nouveaux challenges apparaissent chaque jour. Donc pour venir au domaine scientifique lui-même, je dirais que le traitement statistique de l'information est un corpus de théories, de méthodes, d'algorithmes, dont l'objectif ultime est très loin d'être atteint aujourd'hui, est de combler le fossé entre les données, les observations d'un côté, et d'autre part le sens, donc combler ce qu'on appelle le gap sémantique en anglais, semantic gap, et au-delà du sens, effectivement, être capable aussi de prendre des décisions. Alors l'approche que j'ai toujours poursuivie, c'est une approche qui est basée sur l'utilisation de modèles bayésiens, qui est un cadre, disons, particulier de ce qu'on appelle les modèles statistiques. Le paradigme fondamental dans les modèles statistiques est de considérer que
les observations sont une réalisation d'un processus aléatoire qui est gouverné donc par une famille de lois de probabilité. C'est ce qui nous rapproche effectivement de des probabilistes, dont effectivement l'exposé d'Alice Guyonnet. L'approche bayésienne, elle fournit un cadre mathématique pour mener un raisonnement, je dirais, plausible en présence d'incertitudes sur les données et sur les modèles. Donc c'est un cadre qui permet d'intégrer à la fois la variabilité dans les observations et notre méconnaissance effectivement des modèles. Je voudrais signaler qu'on peut très bien traiter l'information en faisant l'abstraction de modèles, et les succès récents des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond en sont la preuve éclatante. La boîte noire qui produit les données, qu'il s'agisse effectivement et de très rares exceptions inconnues. Et loin de moi l'idée qu'un système complexe, qu'il soit d'ailleurs un système physique ou biologique, puisse se résumer à des lois de probabilité, fussent-elles raisonnablement sophistiquées. Je crois toutefois possible que dans de très nombreuses situations, on peut construire des représentations idéalisées, mais qui capturent les caractéristiques statistiques essentielles des observations dont nous disposons. La plupart des avancées pour les approches bayésiennes au cours des 30 dernières années sont liées au développement de nouvelles méthodes numériques. Et ces développements ont été permis par deux facteurs. D'une part, l'accroissement vertigineux des puissances de calcul, et aussi la capacité de disposer de grands ensembles de données. Je voudrais maintenant, très succinctement, dresser un bref panorama des sujets de recherche sur lesquels je me suis plus longuement investi au cours des 2 dernières décennies. Je me suis tout particulièrement intéressé à la modélisation des dépendances temporelles, c'est-à-dire des suites d'observations qui sont organisées par un temps, qui sont au traitement des problématiques qu'on appelle le traitement des séries chronologiques, et qui sous-tend bien entendu le traitement de la parole et du signal. Les modèles sur lesquels j'ai le plus longtemps travaillé sont les chaînes de Markov cachées, qui est une généralisation des modèles d'état linéaires inventés au tout début des années 60, en particulier au moment de la conquête spatiale par les chercheurs de la NASA. Une chaîne de Markov cachée, c'est un petit peu délicat en 5 minutes d'exposer ce que c'est, mais c'est un modèle qui permet de décrire l'évolution d'un état qui est observé de manière indirecte. L'hypothèse essentielle, c'est que l'état évolue suivant une dynamique markovienne, c'est-à-dire que la loi de l'état à l'instant suivant ne dépend que de la loi de l'état courant. Les chaînes de Markov cachées forment une classe de modèles qui sont importantes, qu'elles sont particulièrement flexibles et riches, et peuvent s'appliquer à des situations très variées, qu'il s'agit de l'analyse du génome, la reconnaissance de la parole, mais aussi la poursuite et les systèmes de positionnement dans votre smartphone. Donc, il y a d'excellents livres que j'ai écrits à ce sujet avec des collègues. Je vous encourage à les acheter. Pour les aspects algorithmiques, je me suis intéressé aux méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov et à l'optimisation stochastique. Donc, les méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov, ce sont des algorithmes qui permettent de simuler des lois, typiquement en très grande dimension, qui permettent de calculer des intégrales. Et le calcul d'intégrales, enfin, on n'aura pas le temps de détailler, mais c'est essentiel dans ce genre de problème, quand la dimension de l'espace est très grande. Les chaînes de Markov, les méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov, elles ont été inventées quasiment avec les ordinateurs à Los Alamos pour faire les premiers calculs, d'ailleurs, de neutronique par von Neumann et Metropolis. Les méthodes d'optimisation stochastique, c'est aussi effectivement des méthodes tout à fait cruciales pour l'apprentissage machine. C'est des ensembles d'algorithmes qui couplent les méthodes d'optimisation classiques, typiquement des algorithmes par exemple de descente de gradient, et des heuristiques de recherche au hasard. Donc disons les deux algorithmes les plus emblématiques sont le recueil simulé ou le gradient stochastique. Pour la simulation, alors bien que ce soit des sujets effectivement qui sont des sujets extrêmement anciens, la simulation et l'optimisation sont encore des sujets de recherche extrêmement actifs. Les deux, disons, points clés sont le passage à l'échelle, à la fois dans la complexité des modèles, c'est-à-dire la capacité à travailler dans des grandes dimensions en nombre de paramètres de modèles, et dans la taille des collections de données. Je souhaiterais, pour conclure sur une note plus personnelle, tout d'abord, j'ai été
j'ai été amené à travailler avec des collègues extraordinaires, sans qui mon parcours de recherche n'aurait pas pu être ce qu'il a été. Et je crois effectivement à l'intelligence collective. J'ai eu la chance de former de nombreux étudiants, dont certains sont restés des collègues proches et même des amis. Et je leur dois beaucoup. Donc, j'ai fait une petite collection de photos pour eux. Pour finir, je voudrais remercier ma famille, toujours présente et aimante, et pardonnant mes week-ends souvent studieux. Et je ne saurais trop remercier mes parents, tous deux chercheurs et passionnés par le métier, de m'avoir communiqué le virus de la recherche. Je veux dire, je n'ai pas beaucoup de mérite. Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, merci de votre attention.